Je pleure parce que je vais retrouver la haine qu'on a eue pendant quand j'étais enfant. Et je comprends pas ça. Il y a des agressions antisémites en France, il y a des gamins juifs qui n'osent pas aller à l'école, il y a des juifs qui n'osent pas mettre la kippa. Ils sont d'une vigilance absolue, certains diraient excessive, sur les autres formes de discrimination. Par contre, il y a une indifférence absolue à l'antisémitisme. Il y a une tradition à gauche, historique, surtout dans la gauche radicale, de soutien à la cause palestinienne, mais qui, selon moi, fait totalement abstraction de la transformation de la cause palestinienne. C'est-à-dire que le Fatah laïque et en partie marxiste des années 70 n'a rien à voir avec le Hamas, aujourd'hui majoritaire dans la cause palestinienne, complètement islamiste et qui souhaite l'anéantissement d'Israël. Ça n'a rien à voir. Alors on me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste !» Et vous vous demandez pourquoi depuis 2 jours, nous refusons de le faire. C'est quand même assez particulier comme projection sur ces habitants-là. C'est très paternaliste, c'est très méprisant, certains diraient c'est même raciste, de dire « Ah bah ouais, là les Arabes des banlieues, pour les mobiliser, il faut aller sur la Palestine, il faut aller sur le voile, il faut défendre la baïa à l'école, il faut faire ce genre de truc. » N'ayons pas peur des mots. Cette semaine, on peut se poser la question. Sommes-nous encore en République? Est-ce encore la démocratie en France? Eh bien, on a de nombreuses raisons de penser que non. Mélenchon, en 2017, c'est quelqu'un qui est considéré par tout le monde comme un instituteur républicain, un tuteur qui est au-dessus de la mêlée et qui tire les gens vers le haut. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même aujourd'hui et que les insoumis jouent ce rôle-là de tirer le débat public vers le haut? Je pose la question, je pense que beaucoup de gens auront en tête la réponse. Alors on va pouvoir commencer. Aujourd'hui je suis avec Adrien Matou qui est journaliste politique chez Marianne, un hebdomadaire que vous connaissez sûrement, hein, qui tire pas mal d'exemplaires en France. C'est aussi l'auteur du livre Mélenchon, la chute, qui est sorti non pas récemment, oui, il est à côté, il est aussi à l'écran, qui est sorti en 2019 si je dis pas. Octobre 2020. Octobre 2020. En Ok. octobre 2020. Ok, 2020, j'ai mal noté ma date, enfin je ne l'ai pas noté du coup. Donc Adrien Matou, vu que tu es journaliste politique, et j'imagine que tu as bien suivi tout ce qui s'est passé récemment au sein de la France Insoumise et de manière générale autour de la NUPES, j'ai vu que tu avais publié des articles là-dessus évidemment. On va commencer par une actualité récente, il y a eu la sanction de Raquel Garrido, qui a créé beaucoup de troubles. Presque, on a presque cru être à 2 doigts d'une scission au sein de la France Insoumise. Bon, les députés concernés ont quand même rassuré un petit peu les journalistes en apparence. Ou déçus. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, alors déjà bonsoir à tous et merci de m'avoir invité Tanguy. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la France Insoumise en fait il faut déjà revenir peut-être en 2017. En gros, en 2017, il y a eu les législatives après la bonne performance de Mélenchon à la présidentielle. La France Insoumise avait un groupe de 17 députés, ce qui est tout petit, ce qui est quasiment la limite pour faire un groupe à l'Assemblée. Et à cette époque, ils étaient extrêmement soudés. Il n'y avait rien qui était passé, en gros, c'était une espèce de commando où il n'y avait aucune voix dissonante et la France Insoumise était extrêmement soudée. Ensuite, il y a eu une période sur laquelle on va revenir où il y a eu des purges, des exclusions, etc. Mais ça n'avait pas entamé la cohésion du groupe parlementaire. Ensuite, il y a eu donc, un changement de ligne politique de Mélenchon, la présidentielle, où il y va avec une ligne politique très différente de celle de 2017 et il fait un bon score, même s'il échoue encore à se qualifier pour le second tour, il fait quand même un très bon score, 21%, quelque chose comme ça. Et ensuite, la formation de la NUPES et un groupe parlementaire beaucoup plus important avec 75 députés insoumis, donc ce qui est beaucoup plus important que les 17 précédents, et une espèce d'ambiguïté sur est-ce que Mélenchon va continuer. Il n'est plus député, il a choisi de ne pas être à l'Assemblée, il a dit faites mieux le soir du premier tour, mais de l'autre côté, il donne beaucoup de signes qui laissent entendre qu'il voudrait se représenter une 3e fois à la présidentielle en 2027. Donc ça crée des frictions. Parce que de l'autre côté, à la France Insoumise, il y a non seulement des ambitieux qui se disent que ça pourrait être leur tour d'être candidat à la présidentielle, mais qui en plus contestent la ligne politique de Mélenchon.
considère que Mélenchon, avec sa ligne, on y reviendra je pense, tournée vers les banlieues, tournée vers les quartiers, se coupe d'une grande partie de la population française et que ça empêche la gauche d'avoir une vocation majoritaire. Ces gens-là, ils trouvent aussi que Mélenchon clive beaucoup trop. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'ils ont eu raison. Ceux qui pensaient qu'il clivait trop, leurs craintes ont été confirmées depuis la présidentielle. Et enfin, et on va y revenir, encore une fois, ils se plaignent du manque de démocratie interne à la France Insoumise parce que, pour faire vite, il n'y a aucune démocratie interne à la France Insoumise. Il n'y a pas de vote interne, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de décision collective. Voilà. Tout est décidé par un petit groupe. Et en plus, il y a un remaniement de la direction de la France Insoumise, dont tous les dirigeants de la France Insoumise aujourd'hui sont des proches et des fidèles de Mélenchon, et tous ceux qui contestaient, donc tous les gens dont j'ai parlé là, on va donner leur nom: Clémentine Autain, François Ruffin, Raquel Garrido, même Alexis Corbière, qui pourtant est un fidèle historique de Mélenchon. Tous ces gens-là ont été mis de côté. Et donc je reviens à Garrido. Garrido, c'est celle qui critique le plus ouvertement tout ça. Elle dit dans la presse, voilà, Mélenchon, il faut qu'il passe la main, Mélenchon, il ne fait que nuire depuis 2022, on s'enferme dans une ligne trop clivante, il n'y a pas de démocratie, c'est un problème. Elle dit ça de manière publique, donc fatalement, dans un mouvement comme la France Insoumise, extrêmement soudé, extrêmement vertical, extrêmement autoritaire, ça ne pouvait pas passer. Elle a été convoquée par le bureau du groupe Insoumis à l'Assemblée, je crois que c'était lundi de la semaine dernière, c'était lundi soir, et donc elle a été sanctionnée 4 mois pendant lesquels elle n'a pas le droit de s'exprimer au nom de la France Insoumise à l'Assemblée. 4 mois, soit les temps passants, c'est la même durée dont avait écopé Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Lui avait été totalement exclu du groupe Insoumis pendant 4 mois, mais voilà, ça tombe un petit peu mal, cette coïncidence de durée. Et donc voilà, c'est un épisode qui confirme qu'il y a une crise interne à la France Insoumise et qui, quelque part, en ouvre une nouvelle. Alors, concernant ces purges à la France Insoumise, est-ce qu'on risque d'en avoir une nouvelle bientôt ou pas? C'est toujours imprévisible parce que les purges à la France Insoumise, c'est Mélenchon qui les décide. Si on repart en 2018, il y a François Coq, donc, qui était un des proches conseillers de Mélenchon et qui était plutôt sur une ligne souverainiste, qui se fait exclure d'un simple tweet. Mélenchon dit que c'est un militant nationaliste et qu'il n'a pas sa place au mouvement. Georges Kuzmanovic décide de quitter la France Insoumise après avoir été mis de côté pour la liste des européennes, donc il démissionne. Charlotte Girard est mise à l'écart, elle prend du champ. Là encore, c'est lié aux européennes et à la ligne politique. Donc les purges, elles se font à l'initiative de Mélenchon et parfois les gens prennent les devants et démissionnent d'eux-mêmes. Moi je pense que, évidemment c'est un pari, mais je pense pas que ça arrivera maintenant, tout simplement parce que les Ruffin, Autain, Corbière, Garrido s'attendaient pas à ce que ça casse autant sur Israël-Palestine. Évidemment, ils ne pouvaient pas prévoir qu'il y allait y avoir les attaques du Hamas et tout ce qui s'est ensuivi. Ils ne pouvaient pas prévoir que la France Insoumise aurait une ligne à ce point extrémiste sur le conflit. Je pense qu'ils attendaient plutôt de voir les européennes, voir le score que ferait la liste insoumise aux européennes pour éventuellement bouger, faire quelque chose. Là, ils sont un peu pris de court. Et quelque part, si on examine un peu leur position, c'est un peu 50-50. C'est-à-dire qu'ils sont handicapés par le fait d'être à la France Insoumise, évidemment. Je prends l'exemple de Ruffin, mais Ruffin, il y a des sondages qui montrent que beaucoup de gens sont mécontents de son positionnement sur le conflit israélo-palestinien. On a l'impression qu'il pâtit beaucoup du fait d'être à la France Insoumise, parce que sa ligne n'est pas du tout la même que celle de Mélenchon, et pourtant il a quand même des sondages assez mauvais. Donc voilà, donc ils pâtissent de ça, mais de l'autre côté, ils sont quand même bien dans leur posture de frondeurs à la France Insoumise. Ça leur donne un statut. C'est les frondeurs de la France Insoumise. Pour les journalistes politiques, oui. Voilà, c'est les opposants internes. Et est-ce qu'on s'intéresserait autant à eux s'ils créaient un mouvement, par exemple, en dehors, ou si, je sais pas, ils rejoignaient un autre parti? Pas sûr. Donc pour l'instant, peut-être vaut mieux pour eux attendre. Bon, Clémentine Autain dit qu'elle veut faire basculer le rapport de force interne. Ça, je pense qu'il y a peu de chance. Mais voilà, c'est compréhensible de leur part de temporiser un peu. Elle dit d'ailleurs qu'elle ne compte pas, elle l'a redit au micro de Léa Salamé, qu'elle ne compte pas sortir de la France Insoumise, qu'elle compte rester dedans. Et, voilà. C'est aussi parce qu'à gauche, il y a un truc quand même, c'est qu'à gauche, il y a une espèce de fétichisme de l'unité.
C'est-à-dire qu'on veut toujours être unitaire, on veut toujours être ensemble, même quand on n'est pas d'accord. L'unité, des fois d'ailleurs, on ne dit pas grand-chose si ce n'est unité. Et le corollaire de ça, c'est que c'est très mal perçu d'être celui qui brise l'unité. C'est pour ça que les autres partis de gauche ont hésité des semaines, des mois avant de briser la NUPES. Parce qu'on ne veut pas être accusé d'être celui qui fait voler en éclats la gauche. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que s'ils s'en vont, bah Mélenchon pourra dire, voilà, les traîtres, la gauche allait gagner en 2027 et eux, ils sont partis, ils ont tout foutu en l'air. En sachant C'est qu'en aussi ça. plus, pour les européennes, tous les partis ont un peu envie de faire cavalier seul pour En des plus. raisons différentes. ELV parce que c'est leur élection, Leurs les élections, élections européennes. ils espèrent toujours faire un super score. Voilà, le PCF pour encore d'autres raisons internes. Ouais. Et en fait, tous ces partis, ils ont pas, comme tu dis, ils n'ont pas envie d'être le premier, mais il y a bien un moment, il va falloir briser pour leur stratégie aux européennes. On a Anne Cahen qui demande si Garrido ne serait pas aussi écarté parce qu'il y a un enjeu avec certains de ses propos sur le CRIF et avec le bad buzz de sa fille, qui est aussi la fille d'Alexis Corbière. Voilà, le bad buzz sur sa fille, je vais rester discret là-dessus parce que pour l'instant c'est un truc qui est sorti, mais On sait pas trop. On c'est sait un pas peu trop, bizarre. Il y a eu plusieurs trucs, on n'a pas l'impression que c'est la même personne, c'est bizarre. en plus, j'ai pas envie de. Mais je pense pas que ça joue un rôle pour le coup. Et c'est quoi les trucs sur le CRIF de Garrido? C'est. Je sais pas, je peux taper, ou alors sinon tu nous dis. Parce que j'ai pas l'impression que. Tu nous dis Anne Cahen. Ouais. C'est peut-être des vieux trucs. Moi, de ce que je vois, Garrido est surtout sanctionné parce que elle gueule dans les médias pour critiquer Mélenchon. Ce qui est quand même très mal accepté à la France Insoumise. Est-ce qu'elle a dit des choses sur le CRIF? J'ai que des actualités très récentes. J'ai que des trucs qui parlent du rassemblement. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça m'étonne parce que je vois pas. En tout cas, je pense pas. Pour répondre à la question, je pense pas. Je pense vraiment qu'elle est sanctionnée parce que elle l'ouvre trop, voilà, elle ouvre trop. Elle critique le chef et à la France Insoumise, on ne critique pas le chef. Et puis alors que par contre, critiquer le CRIF à la France Insoumise. Oui, non, a priori ça va. Ouais. Ça va quoi. Si c'est ça, en tout cas, Mélenchon, je pense pas que. Mélenchon, il a déjà. Mélenchon a parlé des oukases arrogantes du CRIF. Il a dit que c'était un truc communautariste. Il a dit que c'était une association d'extrême droite qui utilisait l'accusation d'antisémitisme comme rayon paralysant. Il a dit plein de trucs sur le CRIF. Oui, parce que c'est pareil, il faut arrêter de croire aussi que le CRIF est influent sur tous les partis de France. Non, mais c'est, oui. Il l'est surtout pas à la France Insoumise. Ah ça, bah c'est non, clair. alors là, si le CRIF a une influence sur la ligne de la France Insoumise, on la voit pas beaucoup. Parce que franchement, à moins que le CRIF soit devenu pro-Hamas, mais ou alors il y a une tendance séparatiste ouais, c'est ça, contre le chef. C'est improbable, quoi. Bon, ouais. C'est bizarre. Donc, effectivement, je pense pas. Ah, donc il nous dit une citation donc, qui serait de Garrido, si je comprends bien. Si Blanquer avait dit pas de kippa en sortie scolaire, il ne serait plus. Oui, je me rappelle de ça. Celle-là. Alors ça, là, d'ailleurs, on peut la rajouter aux ambiguïtés de la France Insoumise sur cette question. Et là, ce serait Garrido, c'est ça? Ouais. Okay. En gros, oui, c'était sur les Blanquer, en gros, qui voulait interdire notamment le voile lors des sorties scolaires de parents d'élèves. Et Garrido, je crois que c'était sur le plateau de TPMP, avait dit s'il avait. Alors, ce qui est encore une fois, est-ce que. Bien sûr, ouais. Oui, mais Garrido, tu vois, Garrido, on n'est pas là pour dire elle est antisémite, machin. C'est pas le sujet. Oui, mais là, elle a flatté un truc complètement antisémite. Elle a dit si Blanquer avait dit pas de kippa pour la sortie scolaire, sa carrière politique serait terminée. Ouais. Et ça c'est les pas juifs auraient mis fin à sa carrière politique, le lobby juif, etc. Le CRIF, quoi. Voilà. En tout cas, Garrido n'est pas puni pour ça. Hein. Parce que ça, c'est plutôt un truc qui est populaire à la France Insoumise en ce moment. Non, puis ça date, ça. Ça date il y a plusieurs années. Oui, c'est ça, c'est qu'elle pointe pas du doigt, comme certains pourraient faire, un double standard, ou je sais pas, il y en a qui le font. Là, elle dit vraiment. Ouais, c'est bourrin quand même. Ça va plus loin, là, quand même, ouais. Mais je pense qu'elle aurait plutôt été applaudie si elle avait fait ce genre de propos aujourd'hui. Il y a eu évidemment tous ces débats avec le Hamas et le terme terrorisme qui a beaucoup fait débat, y compris au sein de la NUPES. Comment on en est arrivé à autant de divisions au sein de cette gauche récemment? En fait, je pense que le débat dépasse de très loin le terme terroriste. C'était un peu absurde. Même si, voilà, c'était évidemment étonnant de voir que les Insoumis refusaient obstinément de dire que le Hamas était un groupe terroriste. Mais ça s'est focalisé peut-être de manière un peu absurde sur un aspect sémantique. Alors qu'en fait, le débat, c'est comment on se positionne
comment les partis de gauche se positionnent par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, par rapport au conflit israélo-palestinien, par rapport à ce qu'est devenu la cause palestinienne. Parce qu'il y a une tradition à gauche, historique, surtout dans la gauche radicale, de soutien à la cause palestinienne, mais qui, selon moi, fait totalement abstraction de la transformation de la cause palestinienne. C'est-à-dire que le Fatah laïque et en partie marxiste des années 70 n'a rien à voir avec le Hamas, aujourd'hui majoritaire dans la cause palestinienne, complètement islamiste et qui souhaite l'anéantissement d'Israël. Ça n'a rien à voir. Or, les pro-palestiniens, beaucoup de pro-palestiniens, en tout cas à gauche, se comportent exactement de la même manière. Font comme si c'était la même chose. Et là, ça nous renvoie à un débat encore plus profond, à gauche, qui est le rapport à l'islam, le rapport à l'islamisme. Évidemment, c'est un point de clivage majeur au sein de la gauche, et les insoumis, on ne va pas balayer toutes les positions de tous les partis de gauche sur le sujet, mais arrêtons-nous un instant sur les insoumis. Les insoumis sont passés sur une position extrême sur ce point-là. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement pro-islam, extrêmement complaisants vis-à-vis de l'islamisme, et du coup de l'antisémitisme, et leur engagement total pour la cause palestinienne va jusqu'à refuser non seulement de dire que le Hamas est terroriste, mais si on regarde vraiment leur communication depuis le 7 octobre, manquer complètement de compassion pour les victimes israéliennes du 7 octobre, on a l'impression que ça ne les préoccupe pas. Certains députés, je pense à David Guiraud, je pense à Herzl Soudet, relayaient frénétiquement toute information qui pourrait incriminer Israël. Mathilde Panot aussi, qui relaie des informations sans preuve pour accréditer l'idée qu'Israël serait en train d'opérer, je les cite, un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Enfin voilà, ils ont des positions très très radicales et ça coïncide en plus avec leur stratégie, qui pour le coup, ce qui est bien avec les insoumis, c'est qu'ils disent ce qu'ils font, c'est assez clair, ils ne se cachent pas. Leur stratégie pour 2027, c'est les quartiers. Ils disent, voilà, nous on a une nouvelle France, comme ça qu'ils l'appellent, la nouvelle France, créolisée, comme dirait Mélenchon, dans les quartiers. Ils votaient pour nous à 40% en 2017, ils votent pour nous en 2022 à 60-70%, mais il y a beaucoup d'abstention. Il y a quasiment une personne sur deux qui ne vote pas là-bas à la présidentielle. Si on arrive à faire monter la participation de 20 points, on accède au second tour. Ça, c'est leur calcul. Et du coup, dans leur esprit, pour avoir ces électeurs en plus, qui vont faire basculer Mélenchon, les fameux à 400 000 voix près, eh ben, c'est dans les quartiers qu'on va les chercher. Et comment on va les chercher ? Et là, on en parlera peut-être, mais ça en dit beaucoup sur leur perception des habitants de ces quartiers. Voilà. Comment on y va ? Eh ben, on a un discours extrêmement marqué, clivant, pro-islam, complaisant à l'égard du Hamas, etc. Voilà, pour eux, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une vision idéalisée de ce qu'est les banlieues, une vision cliché ? Peut-être pas idéalisée, ouais. Voilà, enfin, fantasmé en tout cas. Fantasmé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Parce qu'idéalisé, là... Oui, idéalisé, non. Fantasmé, c'est-à-dire que pour eux, l'électorat des banlieues se politise forcément par rapport à l'islam, et même à l'international par rapport à la Palestine. Ouais. Alors que dans les manifestations pro-palestiniennes, alors oui, il y a des musulmans, bien sûr, mais il y a aussi en fait beaucoup de militants de gauche très impliqués. Un télo centre-ville classique, quoi. Et j'ai pas forcément l'impression que les jeunes de banlieue sont particulièrement mobilisés sur le conflit israélo-palestinien, en dehors peut-être de 2-3 tweets, sachant qu'en plus déjà c'est pas tout le monde qui a Twitter dans les banlieues. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais idéologique ? Alors, je pense que sur ça, il faut être nuancé parce que, objectivement, la stratégie, on va dire clientéliste, pour faire court de LFI sur les banlieues, ça a marché. D'ailleurs, on en reparlera, mais c'est peut-être, moi, à titre personnel, j'ai sans doute sous-estimé l'efficacité de cette stratégie. Le fait de se présenter comme les défenseurs des musulmans, oppressés par... le climat en France, etc. Et d'ailleurs, en se basant souvent sur des choses factuelles. Donc voilà, le fait de dire « nous sommes le candidat des musulmans », évidemment, ça a marché. 70%, je crois, des musulmans ont voté pour Mélenchon au premier tour de la présidentielle, et beaucoup de gens l'ont fait pour ça. C'est-à-dire que les gens, les musulmans, beaucoup sont issus des classes populaires, donc ils votent pour des enjeux sociaux. Ils votent aussi pour des enjeux culturels, identitaires.
Et on a vu beaucoup d'électeurs dire, bah voilà, Mélenchon, c'est celui qui défend les musulmans, donc je vote pour lui. Et tous les insoumis, ils sont élus, enfin tous les cadres insoumis, ils sont élus dans les territoires de banlieue. Donc quelque part, ils voient quand même que leur espèce de clientélisme a une certaine efficacité. Ceci dit, donc là c'est le côté, voilà, ils ont peut-être raison de faire ça, ceci dit, c'est quand même assez particulier comme projection sur ces habitants-là, c'est très paternaliste, c'est très méprisant, certains diraient c'est même raciste, de dire, ah bah ouais, là les Arabes des banlieues, hein, voilà, on va le dire comme ça, les Arabes des banlieues, pour les mobiliser, il faut aller sur la Palestine, il faut aller sur le voile, il faut défendre la baya à l'école, faut faire ce genre de truc. C'est quand même... déjà, du point de vue de la stratégie, c'est un calcul qui consiste à se dire, ces gens-là, on va les mobiliser sur des affects identitaires et culturels. Et du point de vue moral, entre guillemets, enfin du point de vue du fond, c'est à mon avis l'inverse d'une démarche républicaine, universaliste, laïque, tout ce que tu veux. Ou même internationaliste. Ou même internationaliste, de se dire, ah ouais, mais ceux-là, on va flatter leurs affects identitaires, on va faire monter ça dans la société, et ça va marcher. Enfin, si c'est assumé comme ça, et ça a l'air de l'être quand même, si c'est vrai, ça serait très grave, quoi, comme on dit. Alors, je regarde juste si sur le chat il y a des questions, parce que je ne l'ai pas regardé depuis un moment. Non, il n'y a pas de questions. Est-ce que aujourd'hui, le titre Mélenchon la chute, si tu devais le ressortir aujourd'hui, est-ce qu'il aurait ce même titre ou pas? Peut-être aujourd'hui, oui. C'est un titre qui m'a beaucoup reproché, essentiellement par par les gens qui ont... Il a été reproché non, mais en oui, 2022. en fait, je le regrette un peu parce que ouais, il est un peu caricatural, un peu ramassé, et surtout il est polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens à ça. Il sert d'argument à tous les gens qui n'ont pas lu le livre, voilà, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas y revenir. La chute à l'époque, c'est quoi? C'est la chute arithmétique à l'époque de Mélenchon, qui en 2020 semble ne pas pouvoir espérer l'emporter à la présidentielle. La France Insoumise venait de faire 6% aux européennes, il était en chute libre dans les sondages, etc. Donc de ce point de vue-là, il a effectivement remonté la pente en 2022, même si, ceci dit, il s'est quand même pas qualifié pour le second tour. Et depuis que Mélenchon est le candidat principal de la gauche n'accède pas au second tour. Mais bon, ceci dit, voilà, je l'assume, je pensais pas que sa stratégie multiculturaliste, même s'il l'a mise un peu de côté à la fin de la présidentielle, je pensais pas qu'elle marcherait autant en 2022. Mais le deuxième sens de la chute, et là pour le coup je pense que vraiment le titre se justifiait, c'est une chute morale, c'est une chute politique. C'est-à-dire que Mélenchon était quand même quelqu'un qui était considéré comme un grand républicain, quelqu'un d'irréprochable sur les questions de laïcité, quelqu'un qui en plus faisait avancer la gauche, c'est-à-dire qu'avec sa doctrine populiste, il arrivait à sortir la gauche de ces espèces de réflexes un peu automatiques, un peu périmés. Et puis tout le logiciel un peu centre-gauche, européiste, tout ça. Oui, tout le logiciel européiste, tout le logiciel un peu gnangnan sur le côté sur les sujets culturels, tous les réflexes qui décourageaient les gens et qui faisaient que la gauche n'était plus qu'un truc d'habitué. Lui, il rompait avec ça et il avait un discours très transversal, quoi. Il s'adressait à toute la société. Il disait ouvertement, moi la gauche c'est plus mon sujet, maintenant c'est le peuple, etc. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et son tournant enclenché en 2018, confirmé 1500 fois depuis, de revenir à une ligne de gauche, mais en plus de même se tourner vers une espèce d'extrême gauche, de trotskisme culturel. Un truc un peu à l'américaine. Un peu à l'américaine, un peu Terra Nova, un peu... j'aime pas. Terra Nova un peu différent, quand même. Oui, différent parce que pas SOSDEM sur l'économie. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais j'aime pas dire woke, mais il y a de ça, on va dire qu'il y a de ça. Un peu multiculturaliste, un peu voilà. Pour moi, c'est une régression énorme. C'est-à-dire que c'est non seulement, sur un plan un peu léger, la gauche est à nouveau un peu niaise, la gauche est à nouveau dans des postures pas du tout intéressantes sur les sujets type immigration, etc. Enfin, on a vraiment des députés là, qui parlent comme la gauche des années 80. C'est vraiment touche pas à mon pote, l'immigration est une chance pour la France, comme ça. Enfin, c'est très daté. C'est d'autant plus daté qu'en plus
ce nouveau discours à la touche pas à mon pote, Ouais, on le fait non pas avec des gens lambda, mais en manifestant Oui. avec le CCIF et oui, compagnie. mais voilà. Alors, j'y viens, Voilà. j'y viens. Ouais. Donc là, t'as le côté un peu léger, genre la gauche est redevenue niaise, alors qu'elle ne l'était plus. Et t'as le côté grave, qui est la complaisance envers l'islamisme, qui est extrêmement grave, et qui est le rôle des insoumis aujourd'hui. Et c'est comme ça que le perçoivent la majorité des gens en France. Le rôle des insoumis aujourd'hui, c'est quoi exactement? C'est agiter les fractures de la société française, c'est faire monter les tensions, c'est attiser les haines quand même, hein, objectivement. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils misent sur le chaos et c'est troublant, c'est au mieux troublant, quoi. Et pour moi, il y a une vraie chute morale de Mélenchon. Je parle même pas de l'antisémitisme, peut-être qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Voilà, c'est quand même questionnable, même sur le plan moral, parce qu'il est en train de se passer à la France insoumise. Il y a une stratégie aussi qui a assumé de faire du buzz, y compris du bad buzz. Il y avait Louis Boyard qui l'avait dit explicitement récemment, en disant qu'à l'époque, il avait fait exprès de générer du bad buzz avec Blocus des lycées, c'est Blocus ça des lycées, où il l'a vendu un peu comme un challenge Instagram pour motiver les jeunes à bloquer contre la réforme des retraites. Et il disait ça dans le contexte, quand il a redit ça, il l'a sorti dans le contexte pour justifier les positions un peu provocatrices sur le conflit israélo-palestinien. Et ça, t'as envie de dire, tu pouvais faire memuse avec le blocus des lycées. C'est exactement ça. Mais fais gaffe quand même, là il y a des morts. Il y a des agressions antisémites en France, il y a des gamins juifs qui n'osent pas aller à l'école, il y a des juifs qui n'osent pas mettre la kippa. Il y a eu une tentative de meurtre. Normalement, t'es gentil, mais voilà, quoi, t'es pas la cour de récré, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, j'ai l'impression que des fois c'est un peu le cas. Et même sur le truc des réseaux sociaux, il y a plein de députés aujourd'hui qui sont des députés réseaux sociaux, qui font des interventions à l'Assemblée, qui sont pensées pour être sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, avec des montages, j'ai mis en PLS tel truc, enfin voilà, c'est assez troublant quand même. Mais cette stratégie réseaux sociaux, elle peut quand même payer d'une certaine manière. Je pense que c'est aussi inspiré beaucoup de ce qui se faisait aux États-Unis. Il me semble que c'est Sofia Chikiro qui était partie là-bas pendant la Sanders, pour observer la campagne de Sanders. Ouais. Voilà. Non, mais elle peut payer. En fait, si tu considères que la politique c'est strictement une arithmétique où il faut engranger des électeurs, c'est sûr que ça peut payer. Après, si tu as un peu de recul et que tu te dis qu'en tant que représentant d'une gauche républicaine, allez, on va leur accorder ça à la base, tu te dis que tu dois représenter une certaine manière de faire de la politique et d'élever les gens, et non pas de les flatter dans leur bas instinct, mais de les élever vers quelque chose qui était ce que faisait Mélenchon. Mélenchon en 2017, c'est quelqu'un qui est considéré par tout le monde comme un instituteur républicain, un tuteur qui est au-dessus de la mêlée et qui tire les gens vers le haut. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même aujourd'hui et que les insoumis jouent ce rôle-là de tirer le débat public vers le haut? Je pose la question, je pense que beaucoup de gens ont en tête la réponse. D'ailleurs, il y a eu un sondage CSA qui a donné 82% des sondés qui réprouvent la position de Jean-Luc Mélenchon sur le Hamas, précisément sur le Hamas. Oui. Donc, du coup, cette stratégie de faire du bruit et de se dire, bon, le bad buzz, c'est un buzz quand même, sur des sujets aussi graves, est-ce qu'elle est payante? En même temps, quand j'avais posé la question à Georges Kuzmanovic, il y a 3 semaines, dans ce live justement, lui, il disait, oui, mais de toute façon, d'ici les prochaines élections, y compris européennes, ce sera oublié. Donc, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'en France, c'est le cas dans beaucoup de pays, mais je pense que c'est encore plus le cas en France, le débat politique se joue quand même extrêmement peu sur la géopolitique. Oui, bien sûr. Même au moment de 2022 où on était au début de la guerre en Ukraine, donc on en parlait beaucoup plus que d'habitude, mais en fait ça n'a pas tellement été le sujet de la campagne. Les seuls pays où le débat public se joue sur la géopolitique, c'est les pays qui sont en position d'être menacés physiquement par les enjeux géopolitiques, ce qui est heureusement pas le cas de la France. Par exemple, la France en 1939. Voilà, là on peut dire que la position vis-à-vis de l'Allemagne c'était un truc important par rapport aux élections. Mais heureusement c'est plus le cas. Merci la bombe nucléaire et non pas l'Europe. Mais oui, alors ta question, le truc c'est que là on dépasse le strict plan de la géopolitique. Parce que le conflit israélo-palestinien, qu'on le veuille ou non, il est important en France. Je l'écrivais dans Marianne, on a la première communauté juive d'Europe et on a la première communauté musulmane d'Europe.
Tu ne peux pas... C'est ce que nous a dit Georges Clooney. Voilà, tu ne peux pas espérer que le conflit israélo-palestinien ne soit pas importé, ne serait-ce que parce qu'il concerne indirectement beaucoup de gens, qui se sentent en tout cas impliqués dans ce conflit qui se passe à des milliers de kilomètres de chez eux. 3300 km, voilà. pour être précis. Bien joué. Et il y a des répercussions concrètes en France. On en parlait avec les manifestations d'antisémitisme, et il y a sans doute des répercussions en termes d'hostilité à l'endroit des musulmans. Donc, c'est pas un sujet géopolitique à proprement parler, ça dépasse ça. Après, s'il s'agit de se demander si les gens ont la mémoire courte, oui, les gens ont la mémoire courte, et surtout 90% des gens ne suivent pas le débat politique au jour le jour et se positionnent lors de l'élection présidentielle assez tard. Oui, il y a aussi eu un ça. autre sondage, je ne sais plus les chiffres exacts, donc là c'est de l'information un peu au pif, excusez-moi. On a des ordres de grandeur. Mais il y a eu un sondage qui avait été fait auprès des Français sur est-ce que vous soutenez Israël, est-ce que vous soutenez la Palestine, et est-ce que l'autorité palestinienne, l'autorité palestinienne et Hamas. Voilà. Parce que la Palestine en tant qu'État, c'est un peu flou. Voilà, c'est très flou. Donc, et en fait, globalement, il y a, je crois, plus de 50% des Français qui ne se positionnent pas sur Israël, plus de 50% qui ne se positionnent pas sur la Palestine, sur l'autorité palestinienne, pardon. Et vous avez le Hamas s'est rejeté à, je crois, 62%. Et encore, ouais, mais les autres, ils en ont juste rien à foutre parce qu'ils ne connaissent pas le sujet. Oui, c'est ça. Donc c'est ça aussi. Enfin, bien sûr. C'est pas forcément des gens qui approuvent. Parce qu'il y avait ne se prononce pas. Généralement, un ne se prononce pas dans ce genre de sondage, c'est-à-dire. C'est vraiment, je sais rien. J'en sais rien et je m'en fiche. C'est ça, c'est la vieille dame de 60 ans qui a jamais entendu parler du sujet. Ou le jeune de 15 ans. Voilà. Enfin, pas de 15 ans du tout. Ouais, mais bon, il y en a plein des jeunes qui ne suivent pas du tout les politiques. Totalement. Donc, voilà, je pense qu'il y a. Faut pas qu'on se fasse avoir par le fait que nous, dans notre bulle surpolitisée, qui s'informe chaque jour, qui lit des articles sur Twitter, etc., on est à 1000 lieues. Et je dis pas ça pour être méprisant, parce que franchement. De toute façon, tu fais partie de cette bulle et moi aussi. Voilà, oui, bien sûr, mais c'est. Et je dis pas du tout ça pour dévaloriser les gens qui n'y sont pas. Mais il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des gens, ils suivent ça de très très loin. Ils ont des échos assez vagues. Ceci dit, Mélenchon, il allait tellement loin dans sa position pro-palestinienne et au Roland, en tout cas, antisémite. Et il a été tellement mis au banc du spectre politique que j'ai du mal à envisager que ça n'ait pas d'impact, même à long terme. Alors, je pense que si jamais il y a des insoumis qui nous écoutent entendre parler de Roland antisémite, je pense qu'ils brûlent d'avoir les arguments. Donc, qu'est-ce que tu entends par Roland antisémite? Quels sont les faits? Je vais alors peut-être que je sortirai mon portable et que je. Il n'y a pas de souci, on a le gros anti-sèche ici. On est tranquille. On est sur un live. Juste, d'abord sur le fond. Je suis pas là pour dire que Mélenchon est antisémite. C'est-à-dire que j'en sais rien je vais pas. Il n'y a pas un test. C'est pas un test Covid où tu mets ta salive et il y a marqué antisémite. D'ailleurs, là aussi, je reviens à Georges Clooney qu'on a interviewé. Lui qui l'a connu en interne, il est persuadé que Jean-Luc Mélenchon, dans son cœur et ses reins, n'est pas antisémite. Voilà, mais moi j'en sais rien. Mais après, ce qui compte, c'est les positions publiques. Voilà, alors ce qui compte, c'est les positions publiques et avoir conscience de ce que tes positions publiques peuvent provoquer. Or, Mélenchon, et c'est là où je sors mon anti-sèche, il a quand même, c'est pas, alors je sais qu'il déteste ce mot, mais il a des ambiguïtés, mais qui à un moment ne sont plus, c'est-à-dire que, en gros, Mélenchon, il flatte tous les stéréotypes antisémites depuis des années. Et de manière répétée. C'est vrai qu'avant ça, déjà, il y avait eu quelques petites phrases. Je vais te les faire. Je précise que c'est pas exhaustif. Parce que si c'était exhaustif, et c'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a des relents antisémites, si c'était exhaustif, on en aurait pour 1 heure. Tellement il y a de trucs dans le dossier. Est-ce que pour utiliser un mot un peu woke, on peut pas parler de dog whistle? Ouais, je sais pas comment ça se prononce en anglais. Dog whistle, en gros, et pour expliquer aux gens, c'est en gros quand tu utilises une symbolique qui n'est pas comprise par la majorité des gens, mais qui est captée par les extrémistes d'un bord. Voilà. On pourrait dire ça avec Mélenchon. C'est plus un truc qu'on voit à l'extrême droite. Par exemple, parler de petit ange pour parler des délinquants qui meurent de violences policières. Mais on va se faire quand même quelques exemples. Tu les as là? Voilà, je les ai sous les yeux. Ok, vas-y. Mélenchon, en 2019, il y a Jeremy Corbyn en Angleterre qui perd les élections. Pourquoi Corbyn, en Angleterre, a perdu les élections selon Mélenchon?
Notamment parce que il a subi la grossière, je le cite, la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud. 2020, Mélenchon parle de Jésus et il dit il a été crucifié par ses propres compatriotes. Stéréotype antisémite très ancien, comme quoi voilà, les Juifs sont le peuple qui a tué Jésus. Voilà. L'année suivante, 2021, il parle d'Éric Zemmour. Éric Zemmour reproduit beaucoup de scénarios culturels liés au judaïsme. On ne change rien, on ne bouge pas, la créolisation, mon Dieu, quelle horreur. En gros, Zemmour, s'il est raciste, c'est parce qu'il est juif. Ouais. Sous-entendu, ils veulent pas se mélanger. Voilà, exactement. Ils restent entre eux, machin. Mohamed Merah, il parle de l'attentat de Mohamed Merah contre des juifs en 2012. Et il dit, ça c'est toujours en 2021. 2021, ouais, c'est ça. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre, un événement écrit d'avance, qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Puis, donc en écrit gros, d'avance, ça fait très complotiste. Voilà. Donc en Ça, je me gros, rappelle Merah plus de qui a ça, buté des enfants juifs à la sortie d'une école, c'était un truc écrit d'avance pour montrer du doigt les musulmans. Et il l'avait refait en disant juste avant l'élection présidentielle, on aura une affaire papivoise. Pareil, il c'est ça. écrit Mais c'était la même séquence, ça. Ah, c'était pareil, d'accord. Et je finis avec cette année et le contexte avec le Hamas. Donc, Elisabeth Borne, première ministre d'origine juive, qui l'accuse d'être pro-Israël, elle s'est ralliée à un point de vue étranger. Le juif qui se rallie à un point de vue étranger, bon, peut-être qu'il n'avait pas la référence, mais... Après, s'il y avait que ça... Ah, mais... Parce que c'est vrai que c'est un pays étranger, Israël. Non, mais quand tu dis que... C'est-à-dire que c'est une chose de dire qu'Elisabeth Borne est trop pro-Israël. C'est une autre chose de dire qu'elle se rallie à un point de vue étranger. C'est le vieux truc antisémite comme quoi les juifs, au fond, ils ont une double loyauté et ils vont toujours préférer Israël à leur pays. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, elle aussi d'origine juive, elle campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, au contraire du peuple français, le vrai peuple français. Ça fait un peu pays réel. Voilà, le vrai pays, le juif cosmopolite. Bon, après, il y a eu des analyses sur le mot camper. Je ne sais pas si Mélenchon l'avait en tête, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que camper est un mot qui est omniprésent dans les diatribes antisémites des années 20 et 30. Ah oui? Ouais, il y a toute une esthétique sur le juif qui campe et en fait qui s'installe dans un pays pour y faire son camp, quoi. C'est, voilà, donc c'est bon. Et je finis par un truc qui est quand même flagrant. Sur la couverture de BFM et de Libération de la manifestation pro-palestinienne, quelques centaines de personnes écrit Libération, 1 millier dit BFM. Et lui, Mélenchon, il pense qu'il y en a beaucoup plus. Même propriétaire, même mensonge. En fait, les rues sont pleines de Bastille à la Nation. Les soutiens inconditionnels du massacre manquent pour rien. Même propriétaire, il pense à Patrick Drahi, qui est d'origine juive. Bon, ça fait beaucoup. Quand on dit que la manifestation de dimanche pour Mélenchon, c'était le rendez-vous des soutiens inconditionnels du massacre, ça fait beaucoup. Et même s'il n'est pas antisémite, le fait qu'il n'ait pas conscience de ce qu'il charrie comme imaginaire et comme représentation vis-à-vis des juifs avec ces sorties-là, c'est grave. Et j'ajoute pour finir, c'est quand même assez marrant de voir à quel point ces gens sont vigilants sur les autres formes de racisme. C'est-à-dire que pour prendre un exemple caricatural, Roussel qui dit qu'il mange de la viande, c'est un dog whistle pour dire aux fachos je suis avec vous et je mange du cochon pas comme les musulmans. Par contre, là, on a aucune vigilance, aucune précaution, aucune sensibilité en fait. Parce que c'est ça le problème. C'est pas qu'ils sont ouvertement antisémites, c'est qu'ils s'en foutent. Derrière, il y a des discours beaucoup plus décomplexés. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, moi, sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de gens qui ont mis en cause Dov Alfon, qui est le rédacteur en chef de l'IB, qui a des origines israéliennes. Ouais. Et en fait... Accusé d'être passé par le service secret. Voilà, c'est ça. Et alors ça, je sais pas si c'est vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a fait son service militaire. Ouais. Et donc, il est pris un peu pour un mec pro-Israël, pro-ça, et ça. C'est un mec qui vient d'un milieu de juifs de gauche. Exactement. C'est là où j'avais c'est quelqu'un qui a même, en plein service militaire, qui a été rejoindre des manifestations pacifistes anti-militaristes, donc il aurait pu prendre très gros en termes de condamnation. Enfin, il a pris des risques quand même pour prendre position contre les gouvernements israéliens de l'époque. De son propre pays, quoi. De son propre pays. Donc, c'est quand même un dissident de son propre pays. Enfin, le terme est un peu connoté peut-être, mais, non, mais voilà. Ça illustre il y a un essentialisme qui est fait. Juif.
parce que, Le mec est juif. voilà, juif, en Le mec plus est juif. israélien. Ouais. Alors là, ça y est. Mais c'est dingue. Sauf que mais c'est dingue, quoi. Et surtout quand on met en parallèle leur propre sensibilité sur les autres formes de racisme, ça qui est incroyable. Ils sont d'une vigilance absolue, certains diraient excessive, sur les autres formes de discrimination. Par contre, il y a une indifférence absolue à l'antisémitisme. On a l'impression que c'est pas dans leur... Pour eux, le juif est un blanc comme un autre, en fait. Je l'avais dit sur Twitter. Certains le théorisent comme ça explicitement en disant C'est un que peu l'angle mort, en fait, du wokisme. je sais que chez les indigénistes, il y en a beaucoup qui disent que les juifs occidentaux se sont intégrés à la blanchité. Ils Ce qui leur reproche. Ah, bah oui. Et c'est un reproche. Voilà. En fait, on en revient à la spécificité de l'antisémitisme. C'est pour ça que beaucoup de gens sont choqués de bonne foi de dire pourquoi il y a un terme sur l'antisémitisme et un terme sur le racisme. C'est bizarre, l'antisémitisme c'est un racisme en fait. En fait, c'est d'une nature différente parce que le racisme en général c'est un complexe de supériorité. On dit l'arabe, le noir, etc. c'est un être inférieur, c'est un sauvage, etc. qu'on domine. L'antisémitisme c'est très différent parce qu'on accuse le juif de tout contrôler, d'être supérieur, de tirer les ficelles, et d'être celui qui décide de tout et qui va s'imposer par rapport à l'autre. C'est basé sur un complexe d'infériorité. Et le fait que la communauté juive en France, aux États-Unis et même en Israël, il y a des réussites incontestables. Voilà, ils occupent souvent des professions très diplômées. Israël est un pays moderne qui a une armée puissante, etc. Ça nourrit cet imaginaire-là et fait que pour tout un tas de militants dits progressistes, le juif est un dominant en fait. Le juif est un privilégié. Je me rappelle, j'avais passé sur Twitter un test où tu devais calculer tes points de privilège. Et donc voilà, si t'es pas handicapé, t'as des points. Si t'es un mec et pas une femme, t'as des points, etc. Et juif, ça rapportait des points. Alors attention, beaucoup disent qu'à l'origine ce serait un fake de 4chan ou un truc comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai vu des gens l'utiliser au premier degré. Ouais. Et après quand même, en commentaire, il y avait certains de leurs camarades qui disaient ouais attention, c'est un peu limite comme truc quoi. Limite dedans, c'est bizarre. Ouais. Et puis aussi il y avait la critique de ouais mais ça sert à rien. Enfin tu checkes tes privilèges. C'est dépolitisant. Ce truc est ridicule. C'est juste de la morale, c'est ridicule. Oui, mais ça a le mérite d'illustrer, si c'est authentique, ouais. La vision du juif, quoi. Qui est le fait que certains l'aient repris sans faire attention à ce passage. C'est assez révélateur. Oui, totalement. Moi, il y a une question justement que je voulais te poser, c'est que concernant cette marche contre l'antisémitisme, je pense que tout le monde a suivi, je vais résumer rapidement, mais en gros, la France Insoumise n'a pas voulu aller au Rassemblement National, je le dis de manière provocante. Ils n'ont pas voulu aller au Rassemblement National justement à cause de la présence du Rassemblement National, avec des majuscules cette fois. Et ils ont fait par contre leur propre manifestation, ça s'est mal passé avec certaines associations sur place, donc c'était devant le Veldiv qui sont venus pour râler. Il y a même eu un moment, il a fini par y avoir une bagarre entre des juifs de droite et des juifs de gauche. Donc voilà. Donc finalement, là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une communauté qui est quand même aussi divisée politiquement, voilà, comme toute. Pas une communauté homogène. Voilà. Suite à ça, il y a eu énormément de critiques dans les médias, que ce soit dans les éditos, venant de chroniqueurs, venant de journalistes en tout genre. Et les insoumis ont tendance à déployer un narratif qu'ils ont toujours un peu eu, de dire les médias sont contre nous. Et là, donc ça se traduit, les médias sont contre nous parce qu'ils sont aussi pro-Israël, etc. Donc toi qui travailles dans les médias, etc., qui peut peut-être prendre la température de ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que les médias français, en tout cas, sont tant que ça pro-Israël comme le prétendent les insoumis ? Je pense pas, c'est-à-dire que il y a les médias en général en France, si on est tout à fait honnête, ne représentent pas les opinions de la population. Il y a un décalage entre ce que pensent les gens et ce que pensent les médias. Les médias surreprésentent les opinions de la bourgeoisie, ne serait-ce que parce que la majorité des journalistes sont issus de la bourgeoisie. Certains sont devenus des bourgeois en étant journalistes, même si c'est une profession très précarisée. Et en dernière instance, il y a des actionnaires qui ont donc il y a un forme biais de pression. sociologique. Il y a un biais sociologique, il y a un biais économique, politique, voilà. Ceci étant dit, il y a quand même une diversité de points de vue.
Et donc, ouais, je finis juste sur ce truc-là. Qu'est-ce que c'est la surreprésentation des opinions bourgeoises dans la presse? Eh ben, c'est que, en gros, on va dire que les opinions des extrêmes, je mets des gros guillemets, du RN d'un côté, surtout du RN d'ailleurs, et du LFI dans une moindre mesure, sont un peu sous-représentés. Donc en gros, l'opposition à l'UE, c'est sous-représenté dans les médias. L'hostilité au progressisme culturel, c'est sous-représenté dans les médias. L'hostilité à l'immigration, c'est sous-représenté dans les médias par rapport à la population, etc. Et toute forme de radicalité, les journalistes s'en méfient, en général, surtout les journalistes politiques. Ceci étant dit, sur Israël-Palestine, il y a plein de médias qui sont plutôt pro-Palestine. Les médias de gauche, en général, sont plutôt pro-Palestine. Libération a une couverture assez équilibrée, mais quand même très bienveillante vis-à-vis, pas du Hamas, mais des Palestiniens. Mais ils sont accusés d'être ils sont accusés parce que le rédacteur de la rédaction est juif. Mediapart est plutôt pro-palestinien. Politis, Regard. Le visuel public est pas tellement parti. J'ai pas l'impression. Non, il faut vraiment être paranoïaque. Alors évidemment, il y a des chaînes qui sont extrêmement pro-israéliennes. I24, I24 c'est une chaîne communautaire. Évidemment, ils sont très pro-Israël. BFM TV, la société des journalistes de BFM TV a râlé récemment. Bien sûr. Ce qui montre bien d'ailleurs que les journalistes aussi. Les journalistes ne sont pas un grand bloc. On ne vient pas prendre nos consignes tous les matins. Devant un grand Patrick Drahi par exemple qui nous dirait quoi penser sur c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ont le droit de se révolter, il y a des frictions dans les rédactions, il y a des frictions entre rédactions, il y a des garde-fous, il y a des médias qui ont réussi à conquérir un peu plus leur indépendance que d'autres. Bien sûr. Donc, nous par exemple à Marianne on avait protesté contre l'intervention de l'actionnaire entre les deux tours présidentiels. Depuis on nous laisse tranquille. Voilà. Mais il ne faut pas penser les médias comme un truc homogène. Généralement, ça c'est une phrase prononcée par des gens qui ne regardent pas les médias. Même si, voilà, je suis pas en train de vous dire que les médias sont parfaits, qu'il y a une diversité d'opinions exemplaires, etc. C'est pas le cas. Par contre, dire que tous les médias sont pro-Israël, faut pas regarder les médias pour dire ça. Est-ce qu'il n'y a pas des relents un petit peu soraliens derrière ça? Je sais pas. Oui, disons que si tu accumules l'accusation d'unanimité médiatique et d'embrigadement pro-Israël, oui, effectivement, il manque plus que quelques petites blagues antisémites et on y est, quoi. Donc oui, il y a l'influence un peu invisible de Valère Soral. Là, on va peut-être s'éloigner un tout petit peu plus du sujet, mais en même temps pas tant que ça. Vu que tu travailles sur la France Insoumise, entre autres, parce que tu es journaliste politique de manière générale, j'aimerais un peu, justement, ce qu'on pourrait élargir là-dessus, à comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu vas chercher de l'information, notamment, par exemple, sur la France Insoumise, pour écrire ton livre. Comment est-ce que ça se passe ? Alors déjà, l'écriture d'un livre et le suivi journalistique quotidien, c'est deux choses assez différentes. Mais en gros, déjà, il y a un suivi, une espèce de veille. Donc, tu es toujours en train de regarder l'AFP, tu es toujours en train de lire ce que font les confrères, tu es toujours en train de surveiller l'actualité des partis. Tu es sur des boucles WhatsApp de partis qui te convoquent à des conférences de presse, à des déplacements, etc. Donc ça, c'est une grosse partie du boulot. Ensuite, ensuite, tout simplement, tu parles aux gens. C'est-à-dire que tu prends des cafés avec les politiques, tu prends des déjeuners avec les politiques, ce qui fait beaucoup fantasmer les gens par ailleurs. Tu passes des coups de fil à les politiques. Enfin voilà. Moi, par exemple, demain info exclusive, je déjeune avec un comment l'appeler, un cadre de la France Insoumise. Voilà. Tu prends tout simplement tes informations auprès des concernés de manière quasi quotidienne pour avoir le plus d'infos possible. Et voilà, pour mon bouquin, j'ai dû faire une 50aine d'entretiens d'une heure et demie chacun. Donc c'est sûr que quand tu accumules tout ça, normalement, tu as de la matière. D'accord. Tu sais ce qui se passe, quoi. Le but, c'est pas de raconter des histoires, c'est de savoir ce qui se passe pour pouvoir analyser de manière la plus complète possible. Et les gens que tu contactes dans les partis, est-ce qu'ils te lâchent facilement des informations sur ce qui se passe en interne ou pas? Et pourquoi ils te lâchent des informations spécifiquement? C'est très hétérogène, ça dépend des gens et ça dépend des partis. La France Insoumise est un des partis les plus fermés de France, surtout avant 2022. Parce que c'est un parti où la fidélité, la loyauté à Mélenchon est extrêmement forte et qui se méfie extrêmement des médias. Donc forcément, ça fuitait pas beaucoup.
Mais le mécontent est l'ami du journaliste. C'est-à-dire qu'en gros, dans tous les partis, il y a des gens qui sont frustrés, soit parce qu'ils n'ont pas lu pas ce qu'ils voulaient, soit parce que leur ligne politique n'est pas écoutée, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont trop marginalisés, etc. En général, c'est des bonnes sources. Eux, voilà, comment dire, je ne veux pas trahir de source, mais voilà, en gros, vous voyez bien que pour la France Insoumise, tous les gens qui ont été écartés entre 2007 et 2022, ou même les gens qui sont écartés aujourd'hui, ils ont plus de chances d'être des bonnes sources que les gens qui sont ultra fidèles à Mélenchon, qui eux vont donner la ligne, et voilà, mais qui vont moins donner des petites infos un peu croustillantes. Ensuite, il y a les gens qui ont intérêt à parler aux journalistes. Là, il y a vraiment des politiques très différents. Il y a des politiques qui pensent qu'il ne faut pas du tout parler aux journalistes, qui sont très... voilà, moi, je leur parle pas, je lâche aucune info, ça m'intéresse pas. Il y en a d'autres, à l'inverse, qui se disent mais attends, mais si je parle à un journaliste et que je suis un des seuls à lui parler et que je noue un lien de confiance avec lui, mais en fait, mon point de vue il va se retrouver dans les articles à chaque fois. Donc dès qu'il y aura un article que tout le monde lit, que tout le microcosme politique lit, mon point de vue il va être dedans. Et puis s'il est vu comme celui qui lâche des infos par un journaliste, de fil en aiguille, ça peut permettre de réseauter, etc. Bien sûr. Et pourquoi pas finir à la télé au bout d'un moment. Bien sûr, alors il y a ceux qui parlent en on pour montrer qu'ils pèsent. Il y a ceux qui parlent en off pour influencer explique les articles. peut-être à ceux qui ne sont pas journalistes. Oui, c'est vrai. Ce que c'est que le on et le off. Alors, en gros, le on, ça fait référence au micro. On the record. Donc, ça veut dire qu'on enregistre. Par exemple, là, on est en on. Donc, c'est-à-dire que je parle et tout le monde sait que c'est moi qui parle. Il ne faut pas qu'on se dise les secrets. Voilà. On peut pas dire de secrets. Voilà, le cadavre dans la poubelle, on entend. Ah mince, trop tard. Et bref, en gros, en on, quand vous lisez un article et qu'il y a le nom de la personne, une citation, ça c'est en on. Ensuite, il y a la citation off, qui est une citation, généralement une vacherie à l'encontre d'un autre politique, mais on ne sait pas qui parle. Donc là, il y a des formules un peu consacrées, un cadre du parti, un poids lourd de la majorité, un proche conseiller, un membre du premier cercle, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les trucs en off. Et il y a ce que certains appellent le double off, qui est je te donne une info, toi journaliste, tu peux t'en servir, mais je ne veux pas de citation. Donc je te dis que Mélenchon a décidé de changer de ligne politique, mais je veux pas de citation qui dit ça, je veux juste que tu t'en serves pour faire ton travail. Et pour comprendre le contexte. Pour que tu comprennes, pour que tu n'écrives pas des conneries. Et il y a aussi un autre type, je ne sais pas si toi tu l'as déjà vu dans ta carrière, mais souvent ça va être plus des présidents ou des choses comme ça qui vont dire des choses à des journalistes, mais qui vont dire vous ne le sortez pas tant que je suis au pouvoir ou tant que je suis devant. C'est le cas extrême. Ouais. Mais moi, c'est vraiment un truc de président. Moi, vu que je suis la gauche, j'ai pas de gens au pouvoir. Mais ça n'est pas, c'est sûr. Voilà. Mais oui, effectivement. Après, oui, là, toutes les questions de secret défense, tout ça, c'est encore un autre sujet. Mais et puis aussi, il y a des fois où une source note des infos, on ne peut pas la mettre en danger. Par exemple, une source raconte une réunion. Il y avait 3 personnes à la réunion et les 2 autres personnes n'avaient aucune chance de parler aux journalistes. Mais c'est vite cramé, quoi. On va pas, il faut réfléchir. Ouais. Donc c'est ça l'équilibre constant du journaliste politique. En fait, il y a des gens que vous connaissez pas, vous les lecteurs entre guillemets, vous connaissez même pas leur nom, et pourtant vous les lisez tous les jours. Et parce tous les que journalistes les connaissent. Tous les journalistes les connaissent. Et voilà, il y a des politiques qui ont des conseillers, qui sont souvent des attachés parlementaires, etc. Tous les journalistes les connaissent. Tout le monde sait quand tu lis l'article de mon frère et que tu lis un membre de l'entourage d'eux, tu sais qui c'est. Par contre, les gens savent pas du tout qui c'est. Et c'est des gens qui sont en fait hyper influents sur la vie politique en France. Il y a des hommes de l'ombre, forcément. Totalement, ouais. Ok. Eh bien, est-ce que vous auriez des questions dans le chat pour finir? On va les laisser un petit peu. Ouais, phosphorer. Il reste 10 minutes à peu près, parce qu'on finit souvent vers 22h. Et bon, je ne veux pas non plus trop exagérer sur l'horaire parce que c'est très mal insonorisé. Oui, d'accord. Voilà. Donc les voisins ont droit à une conférence sur la vie politique française. Oui, peut-être ça va les intéresser, je sais pas. Possible. Ah, ça c'est intéressant comme question, ça. De Biochemski. Est-ce que ce n'est pas difficile d'éviter de se faire manipuler en essayant de choper des infos?
C'est une bonne question, parce qu'en fait, on est quelque part, on est toujours, enfin, on n'est pas toujours manipulé, mais euh, rien n'est gratuit. Si quelqu'un t'appelle pour te donner une info, en général, c'est parce qu'il y a intérêt. C'est quasi tout le temps parce qu'il y a intérêt. Surtout en politique, bien sûr. Oui, il peut y avoir des lanceurs d'alerte et tout dans les domaines plus d'investigation, mais en général, c'est pour régler des comptes ou pour se donner le beau rôle, etc. Bah, quelque part, ouais, on est toujours un peu manipulé. Après, là, il faut se poser une question qui est presque philosophique, qui est, en fait, est-ce que le truc est vrai, tout simplement? Est-ce que le truc est vrai et est-ce que le truc est d'intérêt public? Mais ton travail, c'est de vérifier l'information, Vérifier et l'information, hiérarchiser les informations. pas me faire balader par un mec qui me raconte n'importe quoi, et hiérarchiser dans le sens où est-ce que c'est un intérêt que je le sorte? Mais de fait, oui, effectivement, il y a de très fortes chances que quelqu'un nous parle. Je vais donner un exemple sur le tout début de ma carrière journalistique. Quand j'étais à Marianne, au tout début, ça devait être en 2017. Je sors une info sur une députée macroniste qui, avant d'être députée, dirigeait un truc de tour opérateur pour des retraités et qui, en gros, propose des visites de l'Assemblée dans son tour opérateur alors qu'elle est devenue députée. Donc, en gros, elle utilise son statut de députée pour faire des visites de l'Assemblée, ce qui est complètement illégal. D'accord, je savais pas que c'était illégal. Ouais, si, c'est illégal. Ouais. Tu peux pas utiliser ton mandat de député pour faire prospérer tes affaires commerciales. Le mec qui m'a balancé ça, c'est un mec. Que j'ai pas compris comment elle. En gros, elle avait une boîte de tour opérateur, donc en gros, qui organise des voyages pour des retraités, genre visite de la Tour Eiffel. J'ai mal compris, j'ai cru qu'elle faisait visiter à ses collègues. Non, ça c'est légal. Elle est devenue députée. D'accord. Et sur son site est apparu visite de l'Assemblée en présence d'une députée, etc. Et il fallait payer. Voilà. Alors que c'est sa boîte. C'est ça que j'avais pas compris. Alors que c'est sa boîte à elle. Le mec qui m'a donné cette info-là, que j'ai sorti et qui a fait un peu de bruit, elle s'est fait sanctionner par le Parlement, etc. Le mec qui m'a sorti cette info-là, c'est évidemment un rival local de la députée. De fait, il m'a pas manipulé. Ouais, mais il m'a sorti ça parce que c'est son intérêt. Mais moi, je trouve que c'est intéressant que les gens le sachent. Et puis c'est un intérêt public. Même si c'est son intérêt, derrière, il y a un intérêt public. Voilà. Il faut que les gens qui ont voté pour cette dame sachent qu'elle fait n'importe quoi. Voilà. Après, voilà, si quelqu'un t'appelle pour te donner des détails scabreux sur la vie privée d'un tel, il faut faire le calcul. Et moi, en général, j'aurais tendance à dire non, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. On a une question d'Alexander Naps. Le journalisme politique américain s'intéresse autant aux hommes-femmes politiques qu'à leur entourage et famille, donc leur vie privée. En France, ça semble encore tabou quand on voit l'événement autour de Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon en direct sur une chaîne nationale. Est-ce que c'est le signe d'une évolution à l'américaine dans le journalisme français? Du coup, la question est un peu bizarre parce qu'il dit que c'est très différent, mais est-ce qu'il y a une évolution? En gros, la question... Ça arrive en France, quoi. Alors, la France a toujours une pudeur extrême, les journalistes, mais en plus la société, à traiter les affaires de vie privée des hommes politiques, que je trouve plutôt saine pour ma part, parce que j'ai pas envie d'être dans un pays où, comme aux États-Unis, les politiques mettent en avant le caractère irréprochable de leur vie privée comme si c'était un argument qui ferait d'eux des bons décideurs. Ils se prennent en photo avec leur famille. Voilà, c'est les campagnes insupportables. Je suis un bon père de famille, donc je serai un bon congressman et tout. Un peu ridicule. Ceci dit, en gros, moi je pense que la limite qu'on se met tous, c'est est-ce que cette vie privée a des répercussions politiques? Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'on est tous un petit peu mal à l'aise parce que y a des insoumis qui nous disent ah oui mais Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou, c'est le couple qui décide de tout, c'est le couple royal, il la favorise parce qu'ils sont ensemble, etc. Bon, on est tous un petit peu dans l'ambiguïté sur cette question-là. D'autant que Mélenchon avait plutôt bien répondu à l'époque des perquisitions en disant je suis célibataire, vous ne mêlez pas de ça. Voilà, bon, moi personnellement je me contente d'écrire qu'ils sont proches, voire très proches, et j'estime que ça suffit, on n'a pas besoin de suffire, on n'a pas besoin, voilà, c'est proches, ils sont très proches, je pense que ça suffit quoi. J'ai pas envie d'avoir les détails de leur relation, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Et je pense que beaucoup de confrères sont comme moi pour le coup. Donc pas tellement d'évolution vers un puritanisme. Peut-être un peu parce que il y a des gens qui y verront un intérêt.
Il y a la question de l'homosexualité aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut outer les députés, les hommes politiques qui ne disent pas qu'ils sont homosexuels alors qu'ils le sont. Moi, je suis totalement contre ça. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait le faire. Mais Ah mais je vois pas quand même. Et c'est quoi leur argument en faveur de ça? bah, certains disent, notamment parce qu'il y a beaucoup de. Je ne travaille pas de secret en disant qu'il y a beaucoup d'homosexuels au RN. Ouais. Certains disent, oui, il faudrait qu'ils assument leur position, etc. Ils le disent Ouais, pas. c'est ridicule. Et je trouve ça vraiment malsain, quoi. Mhm. C'est pas. Chacun fait comme il veut. Et C'est du voyeurisme. c'est du voyeurisme, ça n'a aucun intérêt pour le débat public de savoir ça, je pense. En tout cas. Mais d'ailleurs, même si tu dis qu'il n'y a pas tellement cette évolution, on a quand même eu quelques affaires. Par exemple, Philippot. il y avait Philippot s'était sorti malgré C'était lui. fait outer. Ah oui, ça fait complètement outer. Par des Et gens par la presse en people. interne et par des gens en interne du parti, j'imagine. Ouais, mais la presse people a sorti des photos. Ouais. Ah d'accord. Bon, c'est la presse people. Je Il y vais pas dire avait que c'est pas du journalisme, mais c'est pas. Voilà. Toujours la presse people, l'affaire Julie Gaillet. En fait, généralement, ça sort pas par le journalisme politique en France, non, ces non. affaires-là. Bah non. Ça sort par la presse people, en Ouais. fait, qui applique une lecture de paparazzi Bien sûr. à Qui- des personnages. Qui n'a rien à voir avec ce que pense un journaliste politique. Après, des gens vont te dire que les journalistes politiques sont trop complaisants. C'est vrai que les journalistes politiques ont dissimulé la double vie de François Mitterrand pendant des années, ce qui est dingue quand même quand tu réfléchis. Le gars a eu une fille. Ouais, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave? Certains te diront, je suis pas forcément d'accord avec eux, mais certains te diront, les moyens de l'État ont été déployés pour financer sa double vie. Ah bon? Bah oui, de Ah fait, oui, d'accord, j'avais ouais. pas le détail financier de la Ouais. d'accord. Du coup, c'est légitime de le sortir. Mhm. C'est pas totalement faux. Hein. Ah oui, ça effectivement. s'entend comme argument. Effectivement, Voilà. dans ce cas-là. Ou alors, imaginons qu'un chef d'État, genre François Hollande avec Julie Gaillet, soit contraint par sa vie privée et que ça altère sa capacité à diriger le pays. Je dis pas que c'est le cas pour François Hollande, hein, mais bah, du coup, tu peux te demander. Hmm. Alors, encore une question. Selon toi, Ruffin a-t-il des chances pour la présidentielle, ne serait-ce que de se présenter assez solide hors des sujets sociaux? Enfin, ça, c'est deux questions. Serait-ce que de se Ouais. présenter, Ses des chances, questions ouais. assez solides hors des D'accord. sujets sociaux? Ok. Écoute. Ah, j'ai zappé une question apparemment. Ah oui. Ah. Je vais la lire après. De Elsa Marguerita, excuse-moi. Ok. Désolé. Non, je ne t'ignore pas. J'ai juste vraiment raté. Vas-y. Bon, je réponds à celle sur Ruffin. Ouais, et après, on va. Ok. Ouais. François Ruffin, est-ce qu'il a une chance? Oui, par définition, il a une chance parce qu'il fait partie des candidats putatifs pour la présidentielle. Après, il y a quand même un nombre d'obstacles assez considérable devant lui. Déjà, en fait, tout simplement, il est dans un mouvement, à l'heure actuelle, il est à la France Insoumise, dans un mouvement totalement vertical où tous les cadres mélenchonistes n'ont qu'une obsession, c'est lui foutre des coups de couteau dans le dos. Ils vont tout faire pour l'empêcher d'être candidat à la place de Mélenchon. Donc ça va pas être facile. Il va devoir trouver des modalités qui lui permettraient d'être candidat. Est-ce que ce sera une primaire? Est-ce que ce sera une candidature en dehors de la France Insoumise? Est-ce qu'il va convaincre les députés insoumis que ce sera lui le meilleur candidat? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça va être compliqué de trouver les modalités. Et ensuite, sur l'offre politique, ce qu'essaie de faire Ruffin, en gros, c'est de faire une gauche un peu à l'ancienne qui parle beaucoup d'économique et de social. Et ensuite, il a une question sur les autres sujets. Est-ce qu'il essaye de faire un petit aggiornamento idéologique sur l'immigration et la sécurité pour essayer de reconquérir ces électeurs du RN dont il parle tant? Est-ce qu'au contraire, il essaye de miser sur une posture un peu adoucie, un peu social-démocrate, pour séduire les gens de centre-gauche qui ont plutôt voté Macron à la dernière présidentielle? Moi, je trouve que son équation politique est très difficile à résoudre, quoi. C'est très difficile pour lui. D'autant qu'il dit lui-même qu'il doit se mettre à niveau sur tous les thèmes géopolitiques et régaliens. Voilà, c'est un très bon élément. C'est un des hommes politiques les plus intéressants à gauche aujourd'hui. Mais c'est pas facile. Et puis il y a aussi une autre limite, c'est que en termes d'appareil de parti, imaginons qu'il se lance aux dépens de Mélenchon. Si c'est aux dépens de Mélenchon, ouais. Il va être tout seul. Lui, il est surtout en Picardie, avec un truc un peu. Picardie debout, Fakir. À moitié indépendant. Ouais. Il a son petit média, Fakir. Enfin, qui n'est pas si petit d'ailleurs, mais voilà, il a son média. Mais au-delà de ça, la Picardie ne suffit pas à gagner une élection nationale. Non, mais en fait, c'est pour ça que Ruffin, ce qu'il faudrait qu'il fasse s'il veut y arriver, ce serait qu'il soit. Et là, je suis vraiment dans un truc hypothétique, mais
je vous dis ça parce que c'est une hypothèse qui est envisagée dans les partis dont je vais parler. Il y a des gens au PS et chez les Verts qui veulent que Ruffin soit le candidat de la gauche en 2027. Voilà, on peut le dire. Oui. Il y a des gens à la France Insoumise qui pensent ça aussi. Il y a des gens au PCF qui pensent ça aussi. Donc en gros, s'il y a un chemin pour lui, c'est de devenir le candidat de la gauche qui ne veut pas que Mélenchon soit le candidat parce qu'elle se dit Mélenchon n'a aucune chance. Donc est-ce qu'il serait pas obligé de se recentrer dans ce cas-là? Et j'allais y venir. Mm. Si il arrive, ce qui serait déjà un grand exploit à obtenir cette formule-là, est-ce qu'il va pas être obligé d'altérer sa propre ligne politique pour faire plaisir un peu à tout le monde et faire une gauche plurielle 2.0? C'est aussi un risque qui le guette, quoi. Donc ouais, pour résumer, c'est possible, mais c'est le récit. Ouais, effectivement, et c'est là qu'on voit qu'il suffit pas juste d'avoir des idées dans sa tête. Derrière, il y a la question de l'appareil politique, les médias, l'électorat que tu vises, ton programme, ton image, qui on peut toucher. Il y a tellement de paramètres. C'est une équation hyper complexe. Parce que on a tendance à un peu toujours résumer Mélenchon, je vois un peu dans la gauche non mélenchoniste, à dire oui, mais c'est qu'un problème de ligne. Si Mélenchon faisait ça, il aurait ses 400 millions. C'est un peu plus surtout complexe. Qu'il faut bien se rendre compte que la plupart des gens ne saisissent pas vraiment les nuances de ligne. Hein. Et en fait, il y a 3 personnalités qui écrasent la vie politique française aujourd'hui, ne serait-ce que parce que tout le monde les connaît. C'est Mélenchon, Macron et Le Pen. Exactement. Ces gens-là, tout le monde les connaît. Zemmour aussi, tout le monde le connaît. Zemmour, tout le monde le connaît. Raison. Ouais, voilà, c'est ça. Pour son passé polémiste. Voilà. Mais de fait, ça écrase tout. C'est-à-dire que quand tu es connu partout, déjà tu as un avantage énorme par rapport aux autres. Bien sûr. Alors justement, ça nous mène à la question d'Elsa Margarita, ça me fait une petite transition. Qu'est-ce qui a changé depuis la publication du livre Mélenchon, la chute? Quels sont les nouveaux éléments de l'analyse, au-delà du clientélisme qu'on rabâche un peu trop, selon lui? Sur la France Insoumise, du coup Qu'est-ce qu'il y a de nouveau On repart sur une demi-heure. Allez. Ouais. Non, mais en fait, je dirais que... Alors, je vais pas du tout dire que le livre est prophétique, tout ça, mais en gros, ce qui est décrit dans le livre comme phénomène de transformation interne de la France Insoumise, d'évolution de la ligne politique et de renouvellement du personnel, c'est radicalisé. En fait, ça s'est accéléré. Je pensais pas que ça arriverait à cette intensité-là. Je décrivais en 2020 un parti qui devient un peu multiculturaliste, un peu à l'américaine. Je me retrouve en 2023 avec un parti qui domine la gauche en se comportant de fait comme un groupuscule d'extrême gauche, trotskiste et très communautarisé. Donc de fait, la dynamique qui est décrite dans le bouquin, elle s'est accélérée, amplifiée, et en plus il y a une autre dynamique dont j'ai pas encore parlé, qui est la dynamique un peu sectaire autour de Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon a toujours été un homme, ça c'est peut-être issu de son lambertisme, trotskisme-lambertisme, un homme avec un petit commando autour de lui de fidèles et un esprit de forteresse, c'est-à-dire c'est nous contre tout le monde, ce qui explique beaucoup de réactions de la France Insoumise. C'est un peu ce que fait Zemmour et un peu ce que fait Le Pen aussi. Est-ce que... Ouais, non. Pour moi, tu vois, Le Pen et Mélenchon ont une stratégie qui est opposée depuis 2022. Le Pen, son obsession, c'est normaliser et rassembler. Quitte à être d'une fadeur totale. Oui, mais il y a ce côté monarchique au sein du parti quand même. Ouais, mais tu vois, par exemple, le RN, qui n'est pas un modèle de démocratie, on s'en fout, est beaucoup plus démocratique que la France Insoumise. Mais tu vois, Le Pen, c'est assez frappant de voir le parallèle entre le RN et LFI à l'Assemblée. Le RN apaise, quitte à être super fade et à ne rien dire sur aucun sujet, quitte à être dépolitisé. LFI clive et va jusqu'au bout du truc, de la logique, quitte à se mettre tout le monde à dos. Mais c'est assez frappant d'observer un mouvement de gauche qui domine la gauche de fait, parce qu'ils ont beaucoup plus de députés que tout le monde, et que Mélenchon fait 5 fois le score de tous les autres à la présidentielle, s'enferrer dans un truc extrême, quoi. Certains diraient groupusculaire. En fait, c'est l'attitude d'un groupuscule avec le score d'un parti de masse. C'est assez curieux à observer. Ok. Alors, je pense qu'on n'a plus de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. On a dépassé un petit peu, c'est pas grave. Hein. C'est du live Twitch, hein, on prend le temps qu'on veut. Donc, merci beaucoup, Adrien Mathou, d'être venu à l'antenne de Gavroche. J'espère que ça aura intéressé tous nos auditeurs. Je monterai la rediffusion, comme chaque rediffusion, ça arrivera assez rapidement, je pense d'ici jeudi. Hein. Et voilà, donc je vous dis à tous à mardi prochain. Et Adrien, au revoir. Merci à tous et bonne nuit. Donc on va couper, arrêter.